Bien, il me revient maintenant la tâche de vous faire une brève synthèse des 5 années des ateliers Cinéma Répit. Oui, nous sommes l'association nationale Jade, excessivement fiers de pouvoir vous présenter notre expérience qui a aujourd'hui plus de 5 ans et qui s'est terminée au mois de mai par une projection absolument sublime des réalisations des enfants. J'ai demandé à Isabelle Brocard, qui est cofondatrice des ateliers Cinéma Répit, d'être tout près de moi pour vous dire un mot plus précis sur comment elle tricote, comment elle invente les contenus artistiques et pédagogiques de ces ateliers. Tout d'abord, une genèse, comme le disait Laure, il faut toujours savoir de là où on parle. Eh bien, avant d'avoir cofondé cette association nationale Jade avec des parents de jeunes aidants, des professionnels du cinéma, des professionnels de santé, eh bien, nous avions avec Isabelle assez rapidement, dès 2011, discuté de cette question des jeunes aidants. La question des jeunes aidants s'est invitée pour moi de formation initiale. Je suis psychologue clinicienne et je dirige depuis maintenant plus de 19 ans un réseau de santé qui a pour vocation d'accompagner au domicile toute personne, quel que soit son âge, atteinte d'une pathologie grave, évolutive ou une maladie chronique. L'équipe, elle est composée de médecins, d'infirmiers, de travailleurs sociaux, de psychologues. Et notre travail est d'être un appui spécialisé, un appui d'expertise auprès de tous les professionnels de santé intervenant en ambulatoire, c'est-à-dire hors les murs de l'hôpital. Notre lieu d'exercice, c'est le chez vous, c'est le domicile résidentiel, mais pas que. Ce sont aussi tous les lieux de vie. Les EHPAD, je vais faire plein d'acronymes, les EHPAD, les MAS, les femmes, les IME, mais aussi tous les lieux d'hébergement des personnes précaires, les centres d'hébergement d'urgence, les foyers de migrants travailleurs, les centres d'accueil des demandeurs d'asile. Nous allons partout où un besoin de complexité médicale et ou psychosociale nécessite que les médecins généralistes, les infirmiers, les SIAD et les HAD fassent appel à nous. Quand on est au domicile, c'est pas comme l'hôpital, tout est renversé, tout est inversé. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, on a l'impression d'inviter la personne malade à entrer dans la chambre. Et bien là, c'est la personne malade qui nous invite, ou non d'ailleurs, à son domicile. Je suis pédopsie et j'ai toujours porté une attention excessivement particulière aux jeunes, aux enfants, aux adolescents. Et dans ma pratique, de plus en plus souvent, on exerce en Île-de-France, sur les 3/4 du département de l'Essonne, eh bien, j'ai rencontré des femmes seules, atteintes de pathologies cancéreuses, notamment de cancer du sein. Je vous donne un seul chiffre. En Île-de-France, 2 familles sur 5 est monoparentale, dont 98% du temps, eh bien, ce sont des femmes. Vous croisez l'incidence du cancer du sein chez les femmes jeunes de 30 à 40 ans. Je vous rappelle qu'il y a 53 000 nouveaux cas de cancer par an en France. Et vous verrez le nombre d'enfants seuls, au domicile, auprès d'une maman qui reçoit des traitements. Cette question est une question qui me trottait dans la tête. Et puis j'ai rencontré Isabelle Brocard au cours de son film, de son long métrage qui s'appelle « Ma compagne de nuit ». On a échangé, on a discuté et on ne s'est plus quitté. On ne s'est plus quitté pour quelle raison? Parce qu'Isabelle a cette fibre d'un accueil excessivement bienveillant de toute personne ayant une vulnérabilité, quel que soit le type de vulnérabilité. Et donc avec elle, on a inventé les ateliers Cinéma Répit. Bien évidemment, ma compétence est limitée et donc je ne me suis pas du tout occupée de réaliser tout le contenu pédagogique et artistique de ces ateliers. On a choisi l'audiovisuel, on a choisi le cinéma. Pourquoi? Parce que c'était la compétence première d'Isabelle, mais aussi parce que c'est un média artistique qui est non discriminant sur le plan scolaire et sur le plan social. Je pense que c'est excessivement important cette rencontre, parce que de cette rencontre sont nés ces ateliers Cinéma Répit. Les premières sessions ont eu lieu en 2014-2015, et depuis tous les ans, nous accueillons des jeunes franciliens pour l'instant, eh bien, en résidence complète. Nous voulions quoi? Nous voulions arrêter de penser à la place de ces jeunes, d'inférer ce dont ils avaient besoin. Nous avions besoin de construire
un lieu pour qu'ils soufflent, pour qu'ils se rencontrent, mais un lieu qui soit un lieu où ils allaient pouvoir pétrir un matériel artistique qui allait leur permettre d'exprimer leurs émotions, leurs sentiments, leur ambivalence, leur inquiétude, mais aussi leur satisfaction et parfois même leur fierté. Comment se déroulent les ateliers cinéma-répit ? Eh bien, ils se déroulent toujours de la même façon. Nous organisons une réunion d'information avec les enfants et les parents. La phase première est la phase de repérage. C'est la phase, évidemment, vous doutez, la plus difficile et la plus délicate. Comment repérer quelqu'un qu'on ignore ? Comment repérer un jeune aidant alors que moi, professeur de mathématiques, professeur principal d'une classe de 5e, jamais j'aurais pu penser seule que cette jeune fille que je vois tous les matins fatiguée, parfois sans dormir plutôt que de prendre ses cours, était une jeune aidante, âge 24, auprès de sa maman atteinte d'une CEP, d'une sclérose en plaques très très évoluée. Le repérage aujourd'hui, par rapport à il y a 5 ans, est beaucoup plus simple puisque l'Association nationale JADE est un peu mieux connue, que la question des jeunes aidants est un peu mieux connue. La réunion d'information, c'est une réunion importante. Ce matin, quelqu'un a posé la question de la place de ses parents auprès des jeunes aidants. Rien ne pourrait se faire sans que ses parents nous confient leurs enfants. Et ce qu'on remarque au fil des années, ce qui est extraordinaire, cette réunion d'information, on a les enfants tout petits, de 8 à 14, les 14-18, les parents, les tuteurs légaux, et on s'aperçoit que les enfants à la vitesse grand V échangent leur 06 et les parents font exactement la même chose. On verra bien que c'est une question qui est une question importante, que quand on est parent et qu'on est atteint d'une pathologie grave ou d'un handicap, on se sent déjà suffisamment dépris de sa fonction paternelle ou maternelle, sans qu'en plus cette question de ce jeune, de mon fils, de ma fille, qui m'aide à me lever, qui m'aide à prendre mes médicaments, qui va chercher la plus petite à l'école, viennent surrajouter au fait que je ne me sens plus du tout parent. On verra que ces ateliers cinéma-répit ont des incidences sur les enfants, même si tout dispositif a ses limites, mais ça a aussi des effets très importants au niveau de la famille. Les enfants sont reçus 2 fois une semaine, pendant les vacances d'automne et les vacances de février. 2 fois une semaine, les plus petits la première semaine de novembre, les plus grands la deuxième, et pareil pour février N+1. Ils vont rester en résidence, bien évidemment, ces ateliers cinéma sont entièrement gratuits, et nous y tenons. Et Amaranta Bourgeois œuvre pour que ces ateliers restent de façon pérenne, gratuits pour les enfants et pour les parents. Et les enfants vont réaliser chacun un film. Les plus petits, généralement, un film d'animation. Vous l'avez vu dans le très beau film de Catherine et Jacques. Et les plus grands vont plutôt faire des films documentaires. Et ce qui est très important et très innovant, puisque ce contenu artistique et pédagogique ont évolué en 5 années, c'est qu'il nous a semblé très important de pouvoir leur permettre de réaliser une œuvre artistique collective, qu'il s'agisse d'un clip, d'une comédie musicale, de chansons, voire même de films qu'ils ont pu réaliser. Ensuite, quand ces 2 fois une semaine en résidence sont passées, eh bien, on a ce qu'on appelle une réunion bilan, c'est-à-dire qu'on reçoit par groupe d'âge les parents et les enfants, et on va débriefer de façon très ouverte et très spontanée sur comment les enfants ont perçu ces ateliers cinéma-répit. Est-ce qu'ils en ont tiré quelque chose de positif? Est-ce qu'ils en ont tiré quelque chose de négatif? Et les parents dans tout ça? Est-ce qu'ils ont vu quelque chose, même d'imperceptible, changer pour leur enfant? Est-ce que quelque chose a changé pour eux au niveau de l'organisation familiale? Bien évidemment, ces ateliers cinéma-répit, c'est du répit. Donc l'équipe qui encadre, c'est une équipe de professionnels du cinéma, mais aussi des spécialistes de l'animation. Et les enfants ont besoin de répit, ils ont besoin de souffler, ils ont besoin de loisirs, ils nous le disent sans arrêt. Et à la fin, le grand final, c'est dans une vraie salle de cinéma, on va projeter l'intégralité des films réalisés par tous ces enfants. Au maximum, pour chaque groupe d'âge, on reçoit 12 enfants, 12 jeunes, 12 adolescents. Il y a environ 4 adultes en permanence qui s'occupent de ces jeunes. Et bien évidemment, vous vous doutez qu'il y a à disposition de ces jeunes et de ces adolescents un psychologue clinicien qui est là 2 heures par jour pour pouvoir discuter, échanger de façon formelle ou informelle. Le grand final, c'est cette projection.
dans une vraie salle de cinéma, où les enfants sont généralement en même temps très gênés et très excités de savoir que leur création va passer au cinéma, et les parents, et les familles, et les amis, tout exactement de la même façon. C'est là que j'ai un petit film ? Ah oui, d'accord. Donc pour illustrer mon propos, on va vous passer un film d'un petit garçon de 10 ans, qui est un film d'animation. C'est un petit garçon dont la maman est atteinte d'un cancer du sein en récidive. Et voilà ce que Kylian vous dit. Faut que je rappuie ? On m'a vendu que ça marchait. Hein. Enfin, que ça fonctionne. Faut que je fasse quelque chose ? Un jour, un chasseur est venu tirer sur ma mère avec une balle qui donne le cancer. À cause de ça, j'étais tout seul chez moi. Et je faisais plein de bêtises. Et j'avais peur. Parce qu'il y avait des ombres. Quand maman est revenue, j'ai tout rangé et tout relevé comme par magie. J'ai décoré la maison avec tout qu'est-ce qu'elle aime. Mais le chasseur méchant est revenu. Il veut tirer à nouveau sur maman. Le chasseur a la trouille. T'as failli mourir. Mais le bébé guépard t'a sauvé. Merci mon petit, avec toi rien ne peut m'arriver. Juste, vous vous souvenez, dans le court documentaire de Jacques et Catherine, il y a une maman qui parle et qui témoigne et qui dit à quel point il a été difficile pour ce petit garçon de pouvoir dormir seul. Eh bien, ce petit garçon, c'est Kylian. Vous pourrez trouver ces images un peu violentes, un peu gore. Certaines personnes ont trouvé ça violent et assez insupportable. Eh bien, nous devons de respecter ce que les enfants ont à nous dire, même si ça nous dérange. Il y a effectivement quelque chose d'excessivement violent, même pour nous adultes, quand on nous annonce un diagnostic d'une maladie grave à risque létal. Il en est de même pour les enfants. Et on sait bien que de les bâillonner, de ne pas leur permettre d'exprimer, c'est un sentiment d'isolement et de solitude terrible pour eux. Et surtout, si les parents, les adultes, en responsabilité de ces enfants, tous les adultes, les professionnels de santé, du social, ne sont pas en mesure d'inviter ces enfants à dire ce qu'ils ont à dire, eh bien c'est quelque chose qui peut venir contrarier leur construction identitaire et donner un certain nombre de troubles, et notamment des troubles anxio-dépressifs. Depuis 5 ans, on a eu la chance d'accueillir 150 jeunes aidants en Île-de-France. Nous sommes basés dans le domaine de Chamarande. On a la chance d'avoir un domaine absolument magnifique qui est dédié à l'art contemporain et qui doit compter plus de 15 hectares de bois, d'étangs. Pour ces enfants, c'est effectivement un véritable moment de répit. Ce sont très souvent des enfants qui
vivent dans des conditions parfois difficiles en termes de logement. Et je pense qu'offrir un cadre beau, esthétique, c'est le premier respect qu'on doit à ces enfants et à ces adolescents. Je suis, pour ma part, toujours, et c'est pour ça qu'on a travaillé avec Isabelle, sûre que passer par le vecteur artistique, passer par ce qui est esthétique, c'est un des moyens de faire sauter des verrous et de lever des tabous. Et je pense que c'est quelque chose qui a des effets excessivement positifs sur les enfants et sur la famille. Très brièvement, quels sont les effets sur les jeunes, la famille, les organisations familiales ? Eh bien, la première des choses que les enfants disent, c'est qu'ils font communauté. Qu'enfin, ils ont pu discuter avec d'autres qui ne vivent pas exactement la même chose qu'eux, mais qui quand même, avec lesquels ils peuvent partager un certain nombre d'inquiétudes, un certain nombre de sensations difficiles. Les enfants, il est difficile quand on est enfant, quand on est adolescent, de pouvoir dire à son père ou à sa mère ou à son frère, porteur d'un trouble autistique ou d'un polyhandicap sévère, qu'on en a honte, que c'est difficile le regard des autres sur ce frère ou sur cette mère qui a perdu ses cheveux. Et je pense que la première des choses que les enfants viennent chercher dans ces ateliers cinéma-répit, c'est le fait de faire communauté, de pouvoir parler. Les jeunes disent très souvent « mais j'en parle pas à l'école parce qu'on me moque ». On se moque de moi. Je n'ai pas envie que maman vienne me chercher à la sortie de l'école parce que je ne veux pas qu'on voit qu'elle est en fauteuil roulant. Ce n'est pas parce qu'on mettrait notre mouchoir de convenance sur ce genre de fait qu'on aiderait ces jeunes. Je pense qu'il nous faut être en capacité d'entendre ce qu'ils ont à nous dire et d'entendre et d'accueillir leur ambivalence, leurs difficultés, sans jamais proférer un seul jugement de valeur du côté de la convenance morale ou sociale qui serait « ce n'est pas bien ». Une vraie question s'est posée très rapidement pour nous, c'est que vous vous doutez bien, ces enfants, on les voit sur une année scolaire, et des enfants qui accompagnent des parents ou des frères et sœurs atteints notamment de pathologies cancéreuses, eh bien il arrive, et c'est le cas dans chaque session, que l'enfant perde son père ou sa mère ou sa sœur, soit entre les vacances de novembre ou les vacances de février, ou tout de suite après les vacances de février, avant la projection. Avec Isabelle, on a décidé que ces enfants, on allait les inviter à revenir une année pour qu'ils refassent un film différent, qui ne se veut pas un film sur le deuil, mais quelque chose qui serait aussi un moment pour eux, pour conclure quelque chose de ce qui les a traversés, de ce qu'ils ont mis en scène lors de leur premier film. C'est très délicat et très compliqué dans un même groupe d'enfants quand se mélangent 8 enfants dont la maman, le papa est porteur d'une maladie grave ou d'un handicap et 2 enfants qui viennent de perdre leurs parents. Mais ça se parle, ça se discute, ça fait peur, mais en tout cas, les enfants en deuil doivent, à mon avis, pouvoir bénéficier eux aussi d'un deuxième temps d'atelier. Après, c'est autre chose. C'est d'autres choses. J'entendais tout à l'heure Laure vous parler de façon absolument splendide du travail du deuil. On sait très bien que le travail du deuil, très tôt, quand on perd quelqu'un qu'on aime, on peut désigner quelqu'un de sa place. Je peux dire j'ai perdu ma mère, je peux dire j'ai perdu mon père, je peux dire j'ai perdu mon fils, mon oncle, mais dans le fond, combien de temps mettrons-nous à savoir ce qui nous manque et où le manque va nous saisir ? Devant une cathédrale qui brûle ? Tout est possible et je pense qu'après, il est nécessaire que ces enfants, s'il y a nécessité, puissent bénéficier de dispositifs qui sont des dispositifs faits pour les enfants et les adolescents en deuil. Autre chose qui me semble important, c'est que tout le travail que fait Isabelle et son équipe auprès des enfants et des adolescents, je vais juste vous faire un focus sur un temps qui est pour moi un temps important. Les enfants, la première semaine, ils vont écrire un scénario, les petits vont s'inventer un avatar en pâte à modeler, en papier. Ils vont écrire un scénario, évidemment accompagné d'Isabelle et de l'ensemble de l'équipe. Et puis, les grands vont filmer. Ils peuvent repartir chez eux avec une caméra. Et ils vont venir en février pour la séance de montage. Les petits vont monter leur film d'animation, faire les voix off, faire tout ce qui est dialogue, et les grands vont monter leur film. Eh bien, la séance du montage,
est pour moi une séance primordiale dans ce qui se passe psychiquement pour ces adolescents. C'est un temps qui fait sens. Parfois, les enfants ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils ne comprennent pas où ça vient les déranger. Ils ne comprennent pas comment ils vont intégrer ces événements de vie difficiles dans leur propre existence. Eh bien, le temps du montage dans un film, c'est un temps qui donne sens aussi sur le plan psychique pour les enfants et pour les adolescents. Je pense que c'est un temps absolument primordial. Jade, les ateliers cinéma-répit, c'est comme ça qu'on est né. Jusqu'en 2016, ces ateliers cinéma-répit étaient portés par le réseau de Santé Espèce que je dirige. Et puis en 2016, on s'est dit qu'il fallait voir grandir les enfants loin de leurs parents. Entendez par là qu'il me semblait grand temps que Jade devienne complètement autonome du réseau de Santé Espèce. Donc, comme je vous l'ai dit, on a créé une association nationale et on s'est dit que la première des choses qui nous préoccupait, certes, ce dispositif ne répond pas à tous les besoins. Vous verrez qu'on a pensé à d'autres types d'organisations, qui a nécessité de mettre en place d'autres types de dispositifs. Mais en tout cas, la première des choses, c'est qu'on a voulu que tous les petits Français puissent bénéficier de ces ateliers cinéma-répit. Donc, on s'est tourné vers un financeur qui s'appelle la CNSA. Je sais que Élodie Corcu fait partie, mais je remercie la CNSA. Et la CNSA nous permet, et ceci jusqu'en 2020, de pouvoir expérimenter en région des ateliers cinéma-répit. Aujourd'hui, on est très fiers puisqu'on a 2 ateliers, 2 régions qui portent des ateliers cinéma-répit. Il y a Jade Occitanie, je remercie Emmanuel et Cécile de leur présence. Faites coucou de la main, elles sont là. Et puis Jade PACA, la Fondation Selzer, mais qui n'a pas réussi à arriver à cause de difficultés de transport ferroviaire. Et nous allons expérimenter sur au moins 4 régions d'ici 2020. Il nous faut absolument trouver des porteurs de projets. Qu'est-ce que c'est qu'un porteur de projet? C'est généralement un binôme, une association, soit d'usagers, soit de professionnels de santé, et puis quelqu'un qui est du monde de l'art. Très souvent, Isabelle me dit, on a besoin de compétences techniques, mais on a besoin avant tout de grande sensibilité artistique. On a besoin encore aujourd'hui de trouver des gens qui vont répondre au cahier des charges qu'on a élaboré pour pouvoir labelliser encore 2 autres dispositifs ou 2 autres structures d'ici à 2020. Alors il y a des régions qui se profilent, la Nouvelle-Aquitaine, les Hauts-de-France, le Grand Est. Voilà. Donc nous sommes très preneurs de toute velléité. Vous êtes accompagnés, dorlotés par Amaranta Bourgeois, qui est la directrice de projet, qui vous chouchoute du début jusqu'à la fin. Voilà. Vous êtes chouchouté et dorloté par Virginie Assailly, qui est là du début jusqu'à la fin. Et on a la chance d'avoir maintenant une jeune chef de projet, Camille Vassor, qui va vous chouchouter du début aussi jusqu'à la fin. Jade, c'est un label. C'est comme ça qu'on a conçu ce déploiement en région. Il faut absolument essayer qu'au moins, dans chaque région, il y ait au moins un dispositif qui puisse être un dispositif d'expression et de répit pour les enfants qui sont dans des situations d'aidance. L'Association nationale Jade est porteuse aussi d'un projet sociétal et politique. Nous nous doutons bien que ces enfants que nous allons voir dans une période d'année scolaire, 2 fois une semaine, tous les problèmes ne sont pas résolus. Ces enfants auraient besoin d'un accompagnement, pour certains, hebdomadaire. Ces enfants pourraient ou devraient avoir accès à des soins psychiques. Ces enfants pourraient éventuellement aussi bénéficier de tas de dispositifs qui existent au niveau de l'éducation nationale. Et je suis d'accord avec Laure. L'Association nationale Jade ne milite pas pour un statut, mais une reconnaissance, ce qui est bien différent. Nous avons bordé dès le début, et dans la philosophie de cette association, l'idée que faire reconnaître les jeunes aidants, porter leur voix, solliciter les politiques, devait être bordé immédiatement par un des effets pervers, qui est la stigmatisation. On le connaît chez les adultes qui sont en situation d'aidance. Nous les connaîtrons aussi dans les situations de jeunes ou d'adolescents aidants si nous ne faisons pas attention. Être aidant ne doit pas être une identité. En tout cas, elle ne doit pas le rester.
Ce projet politique et sociétal, c'est tout d'abord, et nous l'avons porté haut et fort auprès du ministère de la Santé et des Solidarités, nous demandons une campagne nationale de sensibilisation sur la question des jeunes aidants. Bien évidemment, nous souhaitons avant tout, aux côtés de l'OR, sensibiliser l'ensemble du personnel de l'éducation nationale. Je pense que l'école est la clé pour beaucoup de ces jeunes aidants pour être repérés, pour qu'on puisse évaluer leurs besoins et qu'on entende leurs demandes. Il existe beaucoup de dispositifs dans le cadre de l'éducation nationale, des tas de dispositifs qui permettent à ce qu'on appelle, on est d'accord, pas d'accord, c'est comme ça que ça s'appelle, des enfants avec des besoins particuliers. Il existe des dispositifs qui pourraient permettre à ces jeunes aidants de continuer et de poursuivre une scolarité dans de meilleures conditions. Je pense aussi qu'il existe une expérimentation qui court maintenant depuis 2 ans, qui est une expérimentation pour la prévention de l'apparition des troubles psychiques des jeunes, en leur faisant bénéficier, pour que les jeunes aidants bénéficient de ce décret, qui permet de prendre en charge des adolescents ayant des troubles ou une souffrance morale ou psychique de façon gratuite. Pourquoi je vous dis ça? Vous savez comment est organisé notre système sanitaire. Les psychologues cliniciens hors l'hôpital sont non conventionnés par la sécurité sociale et le coût est un coût important pour les familles des jeunes aidants et pour les familles en général. Nous militons aussi pour la création d'un référent parcours jeunes aidants. Ce n'est pas un nouveau métier. Vous savez qu'en France, nous sommes un pays très prolixe. Dès que nous avons un problème, nous créons une loi. Et vous savez qu'une loi accouche de décrets, de circulaires. C'est pour ça que nous ne demandons pas une loi pour les jeunes aidants. Pour nous, ce projet, il est transversal. Il concerne le ministère de la Santé, du Travail, de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Nous souhaiterions que dans tous les plans et dans tous les lieux où un jeune peut être en situation d'aidance, longtemps, pas longtemps, tout le temps de son adolescence, eh bien qu'on puisse aller au-devant de lui et voir quels sont ses besoins du moment. Vous savez que le grand défaut de notre système sanitaire, médico-social et social, c'est les problèmes de coordination. Le problème, c'est qu'on s'en est tellement aperçu depuis 15 ans qu'on coordonne à tour de bras. Mais on ne sait plus bien qui coordonne quoi. Eh bien, les jeunes aidants en souffrent exactement de la même façon. Pourquoi ne pas imaginer qu'un temps, dans les parcours de vie des jeunes aidants, ça soit l'assistante sociale de l'école, même si je sais qu'elles sont en sous-effectif, ou les infirmières scolaires, ou un éducateur spécialisé dans un bureau d'information jeunesse, ou le professeur principal pendant 1 an. En tout cas, il faudrait que quelqu'un soit nommé et que ce jeune puisse savoir que c'est là où est sa ressource, où éventuellement il peut y avoir des réponses à ses besoins. Je vais m'arrêter là. Vous doutez bien que ces jeunes, tout comme les adultes aidants, eh bien, nous avons 3 risques. La négligence de soins, elle est importante pour les jeunes. Elle se dit, c'est vrai, très souvent, dans un premier temps, on s'en aperçoit, on a un état bucco-dentaire qui n'est pas toujours extraordinaire. Mais une négligence de soins, y compris sur le plan médical, sur le plan psychique. Donc nous avons la même négligence de soins que pour les adultes aidants. Et puis une désinsertion sociale qui est particulière chez les jeunes, parce qu'elle se dit avant tout, les jeunes aidants sont plus que les jeunes, que la population des jeunes non aidants, à risque de décrochage scolaire. Et la dernière chose, c'est la désinsertion sociale. Et il y a un corps de métier, des professionnels, avec lequel moi je travaille depuis 25 ans. Ce sont les TISF, ce qu'on appelait les travailleuses familiales. Elles sont confrontées tous les jours à ces familles en difficulté, difficultés liées à une précarité sociale, liées à une problématique économique, liées à une problématique somatique. Elles sont et elles accompagnent ces familles et nous souhaiterions vraiment qu'elles puissent avoir aussi la possibilité, comme le demandent les jeunes, eh bien, d'aider au quotidien ces jeunes, ne serait-ce que de pouvoir aller au foot de temps en temps et de laisser sa mère malade. Je pense que c'est une vraie respiration. Et je pense que se préoccuper de la jeunesse, eh bien, c'est vraiment se préoccuper de notre avenir. Pour vous donner un petit aperçu plus drôle que ce que je vous raconte, je vous propose d'écouter ça. Besoin de quelqu'un au quotidien?
d'un proche qui vous connaît bien. Besoin de soutien maintenant. Il vous faut un jeune aidant. C'est faire la cuisine, la vaisselle et la lessive, le nettoyage, la serpillière. Un jeune acheté, un aidant offert. Jeunes aidants, toujours là pour vous aider. jeunes aidants, De jour, de nuit à vos côtés. jeunes aidants, Vous n'avez pas hésité. jeunes aidants. Et on n'est même pas payé. Les courses au supermarché, les bandages à fabriquer, doser les médicaments, appliquer les pansements. La responsabilité ça use. Et les batteries sont non incluses. Jeunes aidants, Toujours là pour vous aider. jeunes aidants, De jour, de nuit à vos côtés. jeunes aidants, Vous n'avez pas hésité. jeunes aidants. Mais l'État nous a sous-cotés. J'espère que vous avez compris que nous ne sommes pas des produits. C'est pas comme si on avait le choix. Parfois la vie s'impose à toi. J'espère au moins qu'on aura été élu meilleur produit de l'année. Jeunes aidants, Toujours là pour vous aider. jeunes aidants, De jour, de nuit à vos côtés. jeunes aidants, Vous n'avez pas hésité. jeunes aidants. Mais pas vu à la télé. Attention, offre soumise à condition. Pour bénéficier du soutien d'un jeune aidant, il faut s'engager à le nourrir, le blanchir et lui faire un paquet de câlins entre 5 et 7 fois par jour. Veillez à ne pas le nourrir d'éléments trop gras, trop sucrés, trop salés. Les jeunes aidants sont notre avenir, économisons-les. Jeunes aidants. J'aimerais juste donner la parole 2 minutes à Isabelle Brocard pour qu'elle vous dise son point de vue de réalisatrice et qu'elle vous dise 2 mots du contenu pédagogique et artistique. Bonjour. Il faut que j'aille me mettre là-bas. Oui, j'en profite pour dire, parce que Françoise, qui a presque tout dit, n'a peut-être pas évoqué le fait, mais vous venez de le voir là, qu'en plus du cinéma, maintenant on fait de la musique. Voilà. Et ça, c'est grâce à Léo, Pierre et Flavien aussi, qui aident qui sont là-bas et qui aident à réaliser les clips. Voilà. Bon, ça va. Je pense que vous avez compris ce qu'on faisait. On fait des films. Moi, je reviens. Laure a parlé tout à l'heure et elle a dit ce qui est le cœur en fait de mon engagement à Jade, c'est de ne pas préjuger de ce que les gens ont à dire et en particulier ces enfants-là, et de leur donner le choix de raconter ce qu'ils ont à dire comme ils veulent. Donc on leur donne des outils pour ça, et c'est vrai, ça peut être la pâte à modeler, ça peut être maintenant un peu la chanson, ça peut être du papier découpé, faire un documentaire, des photos, voilà. C'est libre, on ne juge pas, et ils ont le pouvoir là, c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait on leur donne le pouvoir. Moi je suis là avec mes collègues, on accouche leurs histoires, on essaye de mettre de l'ordre là-dedans en leur disant attention là, il faut que les autres comprennent parce qu'il faut que tu partages ce que tu as à dire, mais c'est tout. C'est tout ce qu'on fait. Alors évidemment, c'est important, mais voilà, ce sont eux qui ont le pouvoir. Et pour moi, qu'on soit jeune aidant ou qu'on ait d'autres difficultés dans la vie, quand on a cette possibilité de reprendre le pouvoir et d'avoir à nouveau et puis d'être fier d'une chose qu'on a faite soi-même, c'est déjà beaucoup, quoi. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Après, s'il y a des questions un peu plus techniques et tout sur les ateliers, voilà. Il fait tard, il fait chaud. Il fait, les neurones sont endormis. Moi, personnellement, oui.
Juste une petite question technique. Jade, que je connaissais déjà, est basée sur l'Essonne. Comment ça s'organise en Île-de-France pour des jeunes aidants? Il y a souvent des problématiques de transport pour rejoindre vos ateliers. C'est une problématique qu'on rencontre pour tous les aidants d'ailleurs, pas que les enfants. Donc, je voulais savoir s'il y avait des moyens ou de solliciter d'autres peut-être structures. Alors, pour répondre complètement à votre question, il faut que vous sachiez que le Conseil régional d'Île-de-France nous a demandé de développer des deuxièmes ateliers cinéma-répit en Île-de-France, donc qui ne seront pas basés en Essonne, dans le 94, 95, 93, on ne sait pas pour l'instant, puisqu'il nous faut trouver des dynamiques et des forces vives pour porter ce projet. Dans ce qu'on prévoit en termes de financement, puisque vous doutez bien qu'on a un budget prévisionnel, il y a effectivement le budget qui est consacré à l'ensemble des compétences qui sont recrutées, donc l'équipe salariée de Jade, mais on a deux lignes, on a une ligne déplacement et on a aussi une ligne qui est importante dont je ne vous ai pas parlé, mais certains jeunes sont dans un tel état d'isolement que s'ils viennent aux ateliers cinéma-répit, il n'y aura personne pour aider leurs parents. Et donc, on a une ligne budgétaire pour pouvoir permettre qu'il y ait des auxiliaires de vie ou des aides à domicile à leur place. Mais c'est un vrai problème. Il y a une problématique de déplacement. Mais vous savez, nos collègues en Occitanie, l'association qui porte Jade en Occitanie est à Toulouse. Ils ont bénéficié d'un hébergement, pas gratuit, mais à loyer très modéré, des petits frères des pauvres dans le Lot. C'est posé le problème des transports. Voilà. Mais je pense qu'il faut l'intégrer dans notre budget prévisionnel. Tout ça, c'est des choses très pratico-pratiques que vous donne le cahier des charges de Jade et qui est accompagné par Amaranta, Virginie et Camille. Une autre question? On ne sait pas si les gens lèvent la main ou s'éventent. Peut-être les deux. Oui, non, c'était bon. Vous avez plus ou moins répondu du coup à ma question. En fait, il y a un cahier des charges qui existe. On peut le retrouver donc sur le site, j'imagine. Et là-dedans, il y a jusqu'à présent. Ah bah non. Ah non, on t'a dit non. Il pas faut encore. Le donc c'est parce qu'il n'est pas. En fait, il faut nous envoyer un mail. D'accord. Et on vous envoie le cahier des charges. Ok, super. Donc après, jusqu'à présent, en fait, ce ne sont que des associations qui portent vos projets ou il y a d'autres types de structures? En fait, c'est une de nos recommandations parce que. Pour aller lever des fonds, parce que le premier travail qu'ont réalisé Cécile et Emmanuel, c'est d'aller chercher des fonds. Bah oui. Et pour chercher des fonds, il faut un compte, il faut une existence juridique. Et c'est pour ça que, par exemple, Jade Occitanie, c'est porté par l'association Oustal Mariposa, qui est une association qui travaille aussi pour développer un lieu de répit pour des personnes en soins palliatifs. Voilà, c'est pour ça que je parlais d'association. Mais ça peut, pourquoi pas, être porté par n'importe quelle structure juridique, du sanitaire, médico-social, de l'éducatif. Voilà, mais c'est plus simple, en fait. C'est pour ça que je prenais l'exemple de l'association. D'accord. Et il y a une partie formation, du coup, pour éventuellement les animateurs qui reprendraient Alors, il y a tout le travail. Si vous voulez, le cahier des charges est excessivement pédagogique et détaillé. Ouais. Il y a des échanges, des va-et-vient très fréquents. Et pour tout ce qui est du contenu pédagogique et artistique, la personne qui est pressentie en région pour écrire et porter rentre en contact avec Isabelle. Et Isabelle échange avec son père pour pouvoir travailler. Et elle va expliquer les points qui lui semblent essentiels. Isabelle dit souvent que ce qui est recherché dans les ateliers cinéma-répit, ce n'est pas l'excellence artistique, mais c'est l'expression de soi. Ok. Ben, je vous remercie. Est-ce qu'il y a une dernière question de quelqu'un qui lève haut la main, que je le vois? Non? Bon. Alors vous allez voir maintenant comment on devient sérieux quand on crée quelque chose, parce que je ne suis pas très sérieuse, je ne travaille pas dans un laboratoire de recherche. Et bien évidemment, dès le début des ateliers, j'avais bidouillé avec l'Association française des aidants un questionnaire pour savoir ce que ça allait produire chez les enfants. Mais tout ça manquait de sérieux, de méthodologie. Et donc, grâce à Cécile Flao, qui est dans la salle et que je remercie, et Cécile Charles, qui est psychologue et chercheuse sur Gustave Roussy, eh bien, on a rencontré Géraldine et Aurélie, et les choses sont devenues sérieuses. Comme tu y vas. Merci Françoise pour cette introduction, et encore bravo pour ce beau travail.
aujourd'hui d'avoir l'opportunité de rendre compte de notre travail, donc sous la forme de cette intervention intitulée « Comment penser l'évaluation des initiatives et des dispositifs », qui sera donc déclinée à travers l'expérience que nous menons maintenant depuis plus de 2 ans avec l'Association nationale JAD. Excusez-moi. Alors, sur le plan international, beaucoup de dispositifs ont été développés pour accompagner les jeunes aidants avec des objectifs diversifiés tels que le soutien, le répit, la délivrance de conseils, d'informations ou encore des actions de sensibilisation à destination de publics divers. Vous en trouverez un recensement dans une revue de littérature que nous avons récemment publiée en français. Toutefois, à ce jour, très peu d'actions destinées aux jeunes aidants ont fait l'objet d'une évaluation visant à en déterminer les effets. Or, conduire ce type d'évaluation est crucial au regard de différents objectifs. Tout d'abord, d'un point de vue scientifique, ce type d'évaluation permet d'accroître la connaissance sur ce jeune public. D'un point de vue plus opérationnel, une évaluation bien conduite peut permettre de faire évoluer les dispositifs au plus près des besoins, ici donc des besoins des jeunes aidants. On a également un objectif de valorisation. Évaluer son dispositif, ça permet aussi de le diffuser plus largement et donc de capitaliser sur le savoir-faire développé. Et bien entendu un objectif de visibilité, c'est-à-dire que l'évaluation va favoriser la promotion des dispositifs, notamment auprès des partenaires. Et il est vrai qu'une évaluation méthodologiquement consistante peut contribuer à un gain de fiabilité, notamment au regard de la solidité de la structure ou encore de la solidité du projet. Ce niveau d'objectivation, il est d'autant plus important dans le cadre des actions destinées aux jeunes aidants, puisqu'elles sont à ce jour majoritairement portées par des structures associatives pour lesquelles la pérennisation des financements est une problématique cruciale pour la pérennisation des dispositifs en eux-mêmes. Françoise l'a indiqué à l'instant, dès la création du dispositif, elles ont souhaité, avec Isabelle, s'inscrire dans cette démarche d'évaluation, que je qualifierais ici de l'anglicisme « homemade ». Et face aux difficultés liées à ces prémices, s'est fait la rencontre avec Aurélie Intas et moi-même, toutes deux enseignants-chercheurs au sein du laboratoire de psychopathologie et processus de santé de l'Université Paris-Descartes, un laboratoire qui dispose à la fois de compétences dans l'évaluation d'intervention et aussi d'un intérêt pour la question des jeunes aidants. C'est ainsi que nous avons contractualisé notre partenariat par la signature d'un contrat de collaboration de recherche. Un petit encart s'impose ici pour répondre peut-être à une question qui vous anime en tant que structure associative. Pourquoi faire appel à un tiers pour conduire cette évaluation ? Un premier niveau de réponse est lié à la ressource, notamment le fait de pouvoir rencontrer des compétences méthodologiques, mais aussi des psychologues spécialisés dans l'évaluation d'un public vulnérable. Et puis, un autre objectif, un autre ajout non des moindres, est celui de la neutralité et de l'objectivité scientifique. C'est-à-dire que même si, avec ma collègue, nous sommes particulièrement sensibles à cette question des jeunes aidants, nous ne sommes pas partie prenante des dispositifs, ce qui nous permet de déjouer éventuellement aussi d'éventuels enjeux de loyauté, si on réfléchit sur que ce soit les enfants, les adolescents à qui on demande de compléter des évaluations permettant d'apprécier le dispositif. Donc pour le dire simplement, voilà, on ne reculera pas devant la critique s'il y a lieu. Encore une critique qui se veut toujours constructive, bien entendu. Alors comment on a concrètement procédé ? Un premier niveau a consisté à s'approprier le dispositif. On l'a étudié de manière précise, de manière à pouvoir dégager ce qu'on appelle dans la recherche des critères de jugement. L'étude de ce dispositif a permis donc de construire un projet d'évaluation adapté spécifiquement au dispositif porté par l'association JAD,
on a été amené à construire des évaluations pour répondre à certaines questions très précises. On utilise également des questionnaires standardisés qui sont largement utilisés dans la recherche internationale sur les jeunes aidants. Saul Baker et Agnès Leu ont pu vous en parler un petit peu ce matin. Et puis on a souhaité également une méthodologie mixte. Donc au-delà de l'utilisation des questionnaires, nous avons construit une grille d'entretien permettant une expression plus libre des participants autour de leur vécu de ce dispositif. La troisième étape a consisté en l'obtention d'accords éthiques. Donc le projet a été validé par un comité d'éthique de la recherche qui nous a donné son accord pour procéder à cette évaluation de ce public vulnérable. Les conséquences de cette inscription dans cette ligne éthique, elles sont doubles, enfin elles sont multiples, mais je souhaite en souligner deux. C'est que la participation est libre et volontaire. Elle ne peut en aucun cas être contrainte. Et le deuxième niveau, c'est qu'il n'y a pas, les données sont confidentielles, c'est-à-dire que seuls les chercheurs impliqués dans l'étude ont accès aux données, aux réponses des enfants, des adolescents, des parents. Et l'association, elle, a accès à leur traitement global dans le cadre du rapport que nous rédigeons. Alors, la méthodologie de l'évaluation, elle se produit à différents temps, qui est calquée sur la temporalité des ateliers dont Françoise Elien vient de vous parler. Donc, un premier temps lors de la réunion d'information qui permet de délivrer des informations sur les objectifs et la manière dont va se dérouler cette évaluation et notamment de recueillir les consentements à la fois des jeunes, de leurs parents et des membres de l'équipe. La première évaluation a lieu le premier jour de la première semaine. Nous évaluons alors les jeunes, et seulement les jeunes, à l'aide de questionnaires qui visent à recueillir des informations sur eux-mêmes, sur leur famille, leur santé, leur qualité de vie, leur situation d'aidance et leurs attentes au regard de la participation à ce dispositif. Nous proposons ensuite une évaluation le dernier jour de la première semaine et le dernier jour de la deuxième semaine. Ces évaluations, elles sont proposées aux jeunes, mais également aux membres de l'équipe. Elles visent à recueillir des informations sur le bien-être, le vécu du séjour et l'opinion générale. Enfin, après la projection des films, nous conduisons des entretiens avec, à ce jour, les adolescents et les parents. Et ces entretiens visent à recueillir le vécu de l'expérience Jade dans son ensemble, à évaluer les répercussions pour le jeune, le proche aidé, la famille, et évaluer les besoins en lien avec l'association. Alors, juste une petite précision, donc les enfants et les adolescents complètent les questionnaires sur un temps collectif, mais individuellement et en compagnie d'une psychologue clinicienne qui est formée donc, à l'évaluation et à l'accompagnement de ce public. À ce jour, qui a été évalué ? Eh bien, depuis 2 ans, nous produisons les évaluations sur le dispositif en Essonne. Et depuis cette année, du fait de l'essaimage des ateliers en région PACA et en région Occitanie. Les données, alors partielles, du fait des contraintes temporelles aujourd'hui, que je vais vous présenter, portent sur 60 questionnaires auprès des jeunes, 10 entretiens conduits auprès des adolescents, 22 entretiens auprès des parents et 28 questionnaires recueillis auprès des membres de l'équipe. Donc là, on est sur des données intermédiaires puisque les dispositifs PACA et Occitanie ne sont pas encore clôturés pour cette année. Alors, je vous parlais tout à l'heure de critères de jugement. Comment on a fait concrètement ? On a étudié la documentation fournie par l'association. Et l'association, donc, promeut un dispositif à destination des jeunes aidants. Donc, notre premier objectif a été de répondre à cette question, mais qui sont ces jeunes aidants ? Donc, on a cherché à préciser le profil des jeunes accueillis. À ce jour, ils sont 54 garçons, 22 filles. Ils sont âgés entre 7 et 17 ans. Alors, ils aident qui ? Ils aident majoritairement un parent, le plus souvent leur mère, ou un membre de leur fratrie, plus rarement un grand-parent. Fait qui a déjà été souligné ce matin, ils sont assez nombreux à apporter de l'aide à plusieurs proches.
Donc 19 à 2 proches et 7 jeunes à 3 proches. Enfin, autre élément intéressant, seuls 61% se considèrent comme jeunes aidants avant leur participation au dispositif. On retrouve ici quelque part le défaut d'identification qui était souligné dans des interventions précédentes. Quid de l'aide apportée ? Ce graphique présente donc les niveaux d'aide et on voit qu'ils se répartissent finalement de manière plutôt homogène, avec 24% qui présentent un niveau d'aide faible, 28% un niveau d'aide modéré, 24% un niveau d'aide élevé et encore 24% un niveau d'aide très élevé. On a par ailleurs interrogé les jeunes sur les effets sur leur vie en général de cette situation d'aidance. Ici, les adolescents ont tous rapporté des effets positifs de l'aide. En revanche, un quart rapporte beaucoup d'effets négatifs associés à leur situation d'aidance. Concernant les types d'aide, de la même manière, elles ne sont pas totalement homogènes. Les domaines dans lesquels les jeunes aident le plus sont les tâches domestiques et le soutien émotionnel. Viennent ensuite la gestion du domicile et le soutien apporté à la fratrie. Et enfin, les domaines dans lesquels les jeunes aident peu sont de l'ordre du soutien personnel ou encore du soutien financier et pratique, qui relèvent notamment de tâches administratives. Je vous rappelle qu'on est sur un échantillon avec un spectre d'âge assez large, de 7 à 17 ans. Donc, il est probable que des différences puissent être observées selon l'âge des jeunes. Toujours concernant les critères de jugement, Isabelle et Françoise ont conçu le dispositif dans l'idée de favoriser un temps de répit et un lieu d'expression. Et face à cette proposition, nous avons cherché à investiguer quelles étaient les attentes de ces jeunes aidants à leur entrée dans le dispositif. Eh bien, majoritairement, vient la question du répit. Ils souhaitent faire des activités de loisirs, se reposer, souffler, partir quelques jours de la maison. Le deuxième grand domaine d'attente porte sur les relations. Il s'agit de faire des rencontres. Mais quand on observe plus précisément les réponses, c'est pas seulement faire des rencontres, mais c'est rencontrer d'autres jeunes aidants, d'autres jeunes comme soi, pouvoir échanger sur l'aide, voir si d'autres jeunes vivent la même chose. Viennent ensuite les attentes en lien avec le projet artistique en lui-même. Et enfin, près de la moitié des jeunes ont des attentes concernant l'expression de soi. Alors, est-ce que leur participation au dispositif a comblé ces attentes ? On leur a demandé de mentionner les points positifs à l'issue donc des 2 semaines d'atelier. Le premier domaine qui est mentionné par les adolescents en termes de fréquence, c'est le domaine relationnel. Se faire des rencontres, se faire des amis. Ils ont apprécié l'ambiance. Le domaine suivant est celui des loisirs. Ils ont apprécié de s'amuser, de se détendre, de pouvoir jouer. Vient ensuite les aspects en lien avec le projet artistique. Ils ont apprécié de créer un film, de découvrir l'activité de montage. Et viennent ensuite à une moindre fréquence les aspects de répit psychologique et le bien-être matériel, avec notamment le confort hôtelier et les repas qui étaient mentionnés comme éléments positifs par certains jeunes. On les a également interrogés sur ce qu'ils ont trouvé difficile. Et là, de manière intéressante, on a retrouvé les mêmes domaines que pour les points positifs, toutefois à une fréquence beaucoup plus faible que pour les éléments positifs. Donc, dans le domaine relationnel, ils ont trouvé difficile le vécu de la séparation avec la famille ou encore les éléments de conflit entre jeunes. Concernant les ateliers, ils ont exprimé des difficultés en lien avec les aspects techniques. Certains jeunes ont exprimé un manque d'activité, des temps de loisirs qui étaient trop courts, donc soulignant une fois encore l'important besoin de répit. Enfin, venaient à une bien moindre fréquence des questions en lien avec l'organisation ou encore le bien-être matériel. Pour autant, la satisfaction des jeunes est très élevée, pris dans l'ensemble. Poursuivons. Alors, quels ont
été les effets de ces ateliers sur les jeunes. On s'est intéressé à leur niveau de bien-être et on a constaté effectivement aux 3 temps de mesure une évolution favorable des niveaux de bien-être avec un pic observé donc à l'issue, à la fin de la première semaine. Donc ces éléments nous invitent à conclure que l'expérience JAD a un effet positif sur le vécu de ces jeunes. Empiriquement démontré. Nous avons donc conduit des entretiens pour l'année dernière uniquement avec les adolescents. On leur a demandé en quoi l'expérience JAD avait modifié le lien avec la personne aidée. Eh bien, ils ont mentionné le fait d'avoir suscité, d'avoir fait évoluer les émotions de leurs proches. On a retrouvé des propos tels que « mon film l'a touché ». Ils ont mentionné le fait de faire prendre conscience des choses. Je lui ai montré que je ne suis pas triste et qu'elle ne doit donc pas culpabiliser. Soulignons que 3 adolescents ont mentionné une absence d'effets positifs dans le lien avec la personne aidée. Concernant les éléments de difficulté, ont été évoqués la question de la séparation avec la famille. Françoise l'a rappelé tout à l'heure, typiquement une adolescente qui nous a dit que c'était compliqué pour elle quand j'étais partie. Bah oui, parce que le proche peut se retrouver pour le coup très isolé encore et en déficit d'aide. Un point donc ici de vigilance. On les a également interrogés, soulignons aussi que 7 adolescents sur 10 ont déclaré que leur film était destiné à la personne aidée. Et là, on retrouve finalement, à distance des ateliers, quand on les interroge après la projection des films, finalement l'importance de cette dimension d'expression de soi et d'expression d'éléments livrés à l'autre sur sa situation. Donc on les a également interrogés sur les effets relatifs au fonctionnement de la famille. Dans les éléments positifs est évoquée l'évolution des relations. On parle plus facilement, les prises de conscience. Il a mieux compris ce qui ne me plaisait pas dans notre situation. Concernant les effets négatifs, certains jeunes ont évoqué l'absence d'effet sur la famille ou les difficultés lors du retour au domicile. Il reste quand même certaines choses, des problèmes qui ne sont pas encore réglés. 7 adolescents sur 10 ont rapporté avoir reparlé de leur film en famille. Nous avons donc conduit des entretiens avec les parents. Alors là, on a interrogé les parents à la fois des enfants et des adolescents. À ce jour, 22 entretiens ont été conduits et donc c'est sur cet échantillon que portent les données. 64% des parents interrogés étaient la personne aidée. 32% identifiaient leur enfant comme un jeune aidant avant le dispositif. Une fois encore, on retrouve cette question de la problématique de l'identification et finalement de la caractérisation de ces jeunes. Comment ont-ils connu le dispositif? Majoritairement par des professionnels prenant en charge la personne aidée. Viennent ensuite le réseau personnel et les médias. Et en très faible proportion, la découverte du dispositif s'est faite par le biais d'un professionnel en lien avec le jeune directement. Une fois encore, on est confronté ici à la difficulté de repérage de ces jeunes et de connaissance des possibilités de les accompagner. Concernant la perception des parents de l'expérience JAD, on retrouve dans leur discours les mêmes points positifs et de difficultés que ceux soulevés par les adolescents. En revanche, sont évoqués des éléments en lien avec l'association. L'équipe, alors positif, l'équipe est très à l'écoute, et des éléments plus critiques. Il vaudrait mieux expliquer, mieux préparer le séjour. Des effets bénéfiques sur le jeune sont soulignés par les parents. Le voir heureux, savoir qu'il peut s'exprimer et s'épanouir. Le vécu autour des créations, donc là on interrogeait sur qu'est-ce qui s'est passé au moment de la projection et dans l'après-coup. Dans l'après-coup, 64% des parents ont estimé que le film était destiné à quelqu'un. On a observé ici des divergences par rapport aux réponses des adolescents, notamment sur la désignation du destinataire. 60% ont été émotionnellement touchés par le film de leur enfant. C'était émouvant et même bouleversant. J'étais surprise de leur niveau de lucidité.
Enfin, 60% ont reparlé du film en famille. Dans l'après Jade, 68% des parents ont estimé que leur enfant a changé sa manière d'aider, parfois en augmentant l'aide, sa contribution au sein de l'aide, un effet sur lequel il faudrait être vigilant. Ils ont également exprimé des besoins en lien avec l'association, sous forme de rencontres supplémentaires, de groupes de parole, de visites à domicile, d'ateliers réguliers au cours de l'année. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Il faudra une plus grande continuité au niveau psychologique et relationnel. Garder un cadre dans lequel les enfants peuvent s'exprimer. Ici, on voit vraiment poindre cette question de la nécessité de développer l'accompagnement et d'introduire une continuité dans le répit. De manière intéressante, on a aussi eu dans le discours des parents une expression de propos à connotation, je dirais, davantage politique, militante. Éveiller l'intérêt du public sur les jeunes aidants, accroître la visibilité du dispositif. Une maman nous a dit, il faut attirer l'audience, que les gens prennent conscience que ces enfants existent et qu'ils sont fatigués. Alors, et l'équipe dans tout ça, on ne les a pas laissés de côté. On a souhaité savoir quelles émotions ils avaient ressenties au cours des semaines d'atelier. Être confronté à cette souffrance psychique exprimée par certains jeunes peut être difficile pour des professionnels qui ne sont pas spécifiquement formés à la recevoir. Eh bien, les émotions positives sont très majoritairement positives, que ce soit en fin de première ou en fin de deuxième semaine. L'enthousiasme, la satisfaction, la joie et l'admiration dominent le vécu émotionnel des membres de l'équipe. Qu'est-ce qu'ils ont pensé des ateliers, ces membres de l'équipe? Les points positifs sont liés au cadre de travail. Ils ont apprécié l'ambiance, le fonctionnement de l'équipe. Ils ont vraiment apprécié positivement la motivation des jeunes, leur dynamisme, l'entente au sein du groupe. Ils ont souligné la qualité du travail, la créativité, l'importante satisfaction de voir les projets réalisés. Enfin, des éléments positifs en lien avec l'expression des jeunes et les relations avec ces jeunes du fait de la qualité des liens qui ont été instaurés au cours des semaines d'atelier. Les éléments de difficulté étaient liés à la fatigue, liés au rythme soutenu des ateliers, des éléments de difficulté en lien avec l'encadrement des jeunes, la difficulté parfois à répondre aux sollicitations, à se positionner par rapport à la souffrance, des difficultés liées à la dynamique de groupe. En même temps, on accueille des enfants et des adolescents, donc là j'ai envie de dire c'est vraiment un élément qui n'est pas du tout spécifique aux ateliers. Et à moindre fréquence des éléments en lien avec l'organisation et le bien-être matériel. Mais soulignons qu'une fois encore, la satisfaction des membres de l'équipe au regard de leur participation au sein du dispositif est extrêmement élevée. Quelques éléments de conclusion. Cette évaluation, elle a permis donc d'évaluer la convergence entre les objectifs des concepteurs du dispositif et les attentes et les besoins exprimés par les jeunes et leurs parents. Cette évaluation elle a permis de mettre en avance l'importance du répit et finalement le caractère expressif qui apparaissait de manière secondaire ou en tout cas de manière retard au regard de la conduite du dispositif, puisque ces éléments ils sont davantage apparus lors des entretiens post-projection, finalement une fois que l'expression était rendue visible. Cette évaluation a également permis donc d'apprécier le vécu du dispositif qui est très positive, que ce soit donc par les jeunes eux-mêmes, les parents ou encore les membres de l'équipe. Elle a soulevé des points de vigilance. Mieux accompagner le retour au domicile, mieux préparer ce retour à la maison, introduire une plus grande continuité dans le suivi psychologique, dans l'accompagnement de ces jeunes. Et cette volonté à la fois des jeunes et des parents de maintenir des liens avec l'association une fois ce dispositif clôturé en termes de participation pour leurs enfants. Très concrètement, je vous parlais d'objectifs opérationnels en début de propos. Eh bien, cette évaluation a permis de faire évoluer le dispositif
avec l'ajout d'une demi-journée supplémentaire qui a permis finalement de répartir la charge de travail liée au projet artistique et également d'augmenter les temps de loisirs et de répit pour pouvoir répondre aux attentes et aux besoins de ces jeunes. Enfin, cette évaluation, elle a permis de faire évoluer l'évaluation. Nous proposons depuis cette année un questionnaire à remplir par les membres de l'association afin de renseigner certains éléments, par exemple, notamment les raisons de l'aide que parfois les jeunes ont des difficultés à préciser, notamment dans les groupes des enfants. Nous avons également, au vu de la richesse des données recueillies auprès des adolescents et des parents, décidé d'élargir la conduite des entretiens auprès des enfants participant au dispositif. Enfin, cette évaluation, elle a suscité de nouvelles questions. On a de nouvelles perspectives, notamment visant à préciser les effets observés, notamment en lien avec les participations multiples. Françoise en parlait tout à l'heure. Le fait de s'interroger, est-ce qu'il y a des profils de jeunes à qui le dispositif profite davantage, selon peut-être les niveaux des danses, les configurations familiales ? Et enfin, quid de la maintenance des effets bénéfiques à long terme à l'issue de leur participation au dispositif. Donc un beau dynamisme, mais finalement de nouvelles questions et encore beaucoup à faire. Je tiens à remercier les membres de notre équipe, notamment Sacha Mathieu, notre coordinatrice des évaluations, et notre panel de psychologues évaluatrices qui se déplacent en Essonne et en région pour accompagner ces jeunes dans ce processus. Et donc vous pourrez retrouver des informations relatives à cette évaluation sur le site internet de notre réseau de recherche sur les jeunes aidants. Je vous remercie de votre attention. Et j'aimerais saluer nos intervenants, les remercier de s'être déplacés de l'international pour venir témoigner à la fois de leurs recherches et des dispositifs innovants qui donnent des idées, qui démontrent ce dynamisme autour des jeunes aidants. Et puis on espère que ça va faire des petits sur notre territoire. On va dire un grand merci à Virginie Assailly qui a coordonné énormément de choses. Oui. Voilà, un grand merci à elle. Un grand merci à nos étudiants qui ont permis l'accueil, la gestion des flux, la préparation de cette salle. Merci beaucoup à eux. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à espérer, c'est qu'à l'issue de cette journée, on croise les doigts, on attend la nouvelle publication de Saul Baker et Agnès Leu, en espérant que la France puisse augmenter d'une position. Au vu de la belle dynamique qui se crée, à la fois en termes de recherche, de dispositifs d'accompagnement, et puis, on l'espère, de mobilisation politique qui sera porteuse. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Je passe la parole à Amaranta Bourgeois, donc directrice de projet chez Jade, à qui aussi on doit un grand merci pour la tenue de ce premier colloque français sur les jeunes aidants. C'est chouette, c'est à moi que revient le mot de la fin, alors que tout récemment, je voulais vous parler de ça, j'ai eu droit au mot du début. C'est-à-dire que je vous invite à regarder dans vos pochettes qui vous ont été remis au moment de votre inscription, mais à l'intérieur, vous avez un cahier qui s'appelle le cahier du CCH, voilà, qui est là, sur grand écran, que nous avons eu grand plaisir à travailler sur ce cahier avec Camille, qui est quelque part par là, et puis Gwenaëlle, que je remercie tout particulièrement pour son soutien,
Pourquoi je vous parle de ce cahier? C'est parce que vous allez pouvoir retrouver dans ce cahier pratiquement tous les intervenants que vous avez entendus aujourd'hui. Alors ce ne sont pas des actes de colloque, mais vous retrouverez les thématiques qui ont été abordées aujourd'hui et puis les interviews de chacun des participants qui peuvent encore vous éclairer, vous apporter encore quelques petites choses sur cette question des jeunes aidants, puisque la question est tellement vaste que nous avons abordé tout simplement aujourd'hui le principal. Peut-être que les questions suivantes feront l'objet d'un autre colloque, qui sait. Je voulais en profiter avant de clôturer la journée complètement pour remercier l'ensemble de nos partenaires et notamment les partenaires qui nous ont accompagnés dans la réussite de cet événement. On vous l'a dit en entrée de colloque, au démarrage du colloque, il est placé sous le signe du haut patronage du ministère des Solidarités et de la Santé que je remercie. Mais je voudrais également remercier la région Île-de-France, même si voilà, malheureusement les personnes ne sont plus dans la salle. Je voudrais également remercier le groupe Clésia, le groupe AG2R et le groupe Lourmel, ainsi que Novartis. Parce que si cette journée est un succès aujourd'hui, c'est bien évidemment grâce à nos intervenants, c'est bien évidemment grâce à toute l'organisation, mais c'est également grâce à eux. J'en profite également pour remercier l'équipe technique qui est là, sous la responsabilité de Philippe Pérez et de Patrice qui est là-haut. Merci infiniment. Ainsi que nos deux interprètes, il n'en reste plus qu'une, mais que je remercie également pour cette qualité de prestation. Merci beaucoup. Un dernier mot ? Isabelle, est-ce que tu veux bien venir ? Voilà. J'aurais juste savoir que j'ai beaucoup de chance d'avoir toujours été entourée par des femmes extraordinaires, sûrement des hommes, mais ils ne sont pas là. Et voilà, je voulais leur dire, bah si, il y a Flavien et Léo, excusez-moi. Je suis désolée. Hein. Voilà. Et je voulais juste leur offrir un petit bouquet de fleurs. Je pense que le travail réalisé tous ensemble, chacun de sa place, est une belle dynamique et je vous remercie vraiment beaucoup. Alors, cette journée est terminée pour ce qui concerne les interventions, mais n'est pas complètement clôturée, puisque nous vous proposons d'assister à la projection du film d'Isabelle Brocard, donc réalisatrice et cofondatrice du dispositif JAD, donc qui s'intitule « Des trous dans les murs et un câlin sur l'épaule gauche ». Donc une projection qu'on vous propose de faire une petite pause pour s'aérer et donc une projection qu'on souhaite débuter à 17h30 pour vous permettre donc de poursuivre. Tu veux dire un mot, Isabelle, peut-être, pour contextualiser ? Non, je sais qu'il fait très chaud. C'est un film qui n'est pas ennuyeux. Non, il y a plein de jeunes aidants dedans, voilà. Non, je ne sais pas trop quoi dire, mais voilà, j'espère pouvoir le partager avec vous. C'est un film qu'on a du mal à faire exister parce que la télé ne l'a pas trouvé concernant le sujet. Voilà. Écoutez, on compte sur vous si vous souhaitez poursuivre sur cette thématique des jeunes aidants avec donc bénéficier de cette projection.